Tu préfères les blancs ou les noirs? Franchement, moi je préfère les blancs. Parce que les blancs, ils sont romantiques, ils sont classe, ils sont propres, ils prennent soin de la femme. Quand tu es avec un Français, franchement, il y a tout qui va pour de mieux dans ta vie. Hein. Pour moi, j'ai plus besoin des noirs parce que avec des hommes noirs, ils sont devenus des gigolos. Moi, j'ai vécu avec un Européen, avec un Africain. Oui. Il va prendre le temps à te mentir, sortir avec les femmes dehors. Il ne t'aime plus, il te perd le temps. Et par contre, l'Européen te dit cash, je veux plus. Je cherche un mari français. Pourquoi vous ne voulez plus des noirs? Pourquoi vous ne voulez plus sortir avec vos frères camerounais, hein? On a beaucoup parlé de ces hommes qui quittent la diaspora pour aller chercher une femme dans le pays d'origine. Ils disent que les femmes d'ici, elles ont changé, elles sont trop exigeantes, trop occidentalisées. Évitez les filles d'origine africaine nées ici en France. Tu dragues une fille et elle te dit que je suis née ici en France et que tu vois qu'elle est d'origine africaine. Il faut fuir. Eh les gars, honnêtement, moi je vous conseille de ne pas marier les femmes ici en France. Là, à l'heure où je vous parle, j'ai encore un cousin qui est parti en Afrique chercher une femme. Et ce débat, on l'a eu ensemble, ici même sur cette chaîne, si vous vous en rappelez. Mais pendant qu'on regardait les hommes partir, nous n'avons pas regardé ce qui se passe dans le sens inverse. Parce que oui, en silence ou à moindre bruit, il se passe aussi autre chose du côté des femmes de la diaspora. Elles sont de plus en plus nombreuses qui se détournent des hommes de leur communauté. Certaines choisissent même de rester seules. Et puis d'autres, elles vont aller chercher ailleurs. Les hommes africains sont infidèles. Ils sont irresponsables. Ils ne savent pas aimer. Ils se comportent mal avec leurs sœurs, mais bien avec les blanches. Hein? Oui, quand ils sont avec elles, ils sont des lovers. Ils font la vaisselle, le ménage, la cuisine. Ils sortent même le chien sans se plaindre. Parce qu'un homme blanc, même s'il a ses peu de moyens, il a ses 1000 euros, ses 1500 euros. Quand tu rentres dans sa vie, là, il se dit quoi? Parce qu'il n'a rien à te donner là. Il va te donner tout son amour. Il va te donner tout son amour sincère. Mais vous les Africains, là, vous les hommes africains, vous n'avez rien. Vous êtes pauvres. Vous sentez la pauvreté. Ben ça, quand on se met vous là, c'est vous qui avez encore l'audace de nous tomber. Mais quand c'est leur sœur africaine, non, tout d'un coup, ils deviennent des mâles dominants. Et ils veulent la soumission. Ah non, pour rien au monde, je ne me mettrai encore en couple avec un homme de la communauté. Et l'Africain, il ne va pas te dire non. Il ne va pas te dire oui, je t'aime encore. Oui. Par contre, il ne t'aime plus. Oui. Il est en train de faire une double vie avec quelqu'un d'autre. Oui. Il te perd le temps. Oui. Et si jamais il sait même que tu as quelqu'un d'autre, Oui. malgré qu'il n'a plus d'estime avec toi, Oui. il va te poursuivre encore. Ouais. Il va te casser, il va te faire mal, il va te frapper. Oh, l'Européen te dit cash, je veux plus, je préfère. Et c'est fini. Oh, vous faites un arrangement à l'amiable. Toutes ces phrases que je viens tout juste d'énumérer, je les entends constamment autour de moi. Et je suis sûre que vous aussi. Je les lis même sur les réseaux sociaux. Et parfois en consultation, j'ai des patients qui vont tenir ce langage. Des femmes qui rejettent les hommes de la communauté et qui les fuient. Allons-y en avant, hein. Allons vers les blancs, hein. Parce qu'avec l'homme blanc, là, le lendemain, demain, là, tu as tout ce que tu veux, même si c'est la maison, c'est déposé. Et il va te donner. Attention, ici je ne parle pas de préférence. Ce n'est pas parce qu'on fait partie de la même communauté qu'on est obligé de se marier ou de se mettre en couple avec un compatriote. Chacun a quand même ses préférences. Ici, je parle davantage des personnes qui, suite à des déceptions ou par dépit, vont choisir de se tourner vers des hommes d'ailleurs, en dénigrant les hommes de leur propre communauté. Alors, les questions que je pose aujourd'hui sont très simples. Qu'est-ce que toutes ces femmes fuient exactement? Et qu'est-ce qu'elles espèrent trouver ailleurs chez un homme qui ne vient pas de leur communauté? Ou alors, qu'est-ce qu'elles pensent ne plus pouvoir trouver chez un frère? Moi, je vais vous parler ici de ce que j'observe, des témoignages qui me sont rapportés, de ce que dit la recherche et de ce que nous, les cliniciens, pouvons parfois rencontrer comme problématique chez les personnes de la communauté qui consultent pour des problèmes de couple, de célibat ou même de relations amoureuses. Et tout cela, ce n'est pas toujours ce qui se dit ouvertement sur les réseaux sociaux. Je suis le docteur Yann, spécialiste de la santé mentale et de la psychologie sociale et culturelle dans les communautés africaines depuis plus de 20 ans. Sur cette chaîne, j'analyse les problèmes familiaux, sociaux et de couple que nous vivons dans nos communautés afin qu'ensemble, nous apprenions à mettre des mots sur nos mots.
avant de généraliser, arrêtons-nous une seconde. Il n'y a pas qu'un seul profil de femme qui fuit les hommes de la communauté. Il y en a plusieurs. Par exemple, il y a celle qui a traversé un divorce et qui a tiré un trait. Pas par colère, mais par épuisement. Elle se dit non, c'est bon pour moi ici, ça suffit. Et puis, il y a celle qui est dans la relation, elle est encore là, mais elle ne veut plus être la seule à tout porter. Que ce soit la gestion de la maison, la responsabilité financière, les enfants, la logistique, le quotidien. Pendant que son époux ou son compagnon rentre, il s'assoit et il chatte avec ses amis. Ou encore même il passe des heures au téléphone ou sur Internet. Il a peu d'intérêt sur ce qui se passe dans la maison. Il s'investit peu dans la vie de famille et une fois rentré, il joue peu ou pas de rôle de coparent ou d'époux. Il est un peu là comme s'il était un cohabitant. Citons aussi celle qui a connu des abus physiques, émotionnels ou financiers et qui s'est juré que plus jamais on ne l'y reprendrait. Mais s'il fallait remonter à la blessure la plus partagée dans les couples que j'ai rencontrés ou observés tout autour de moi, ce serait celle-ci. Je suis mariée, oui, mais je suis seule. Et en consultation, plusieurs thérapeutes entendent cette phrase, et peut-être même plus souvent que vous ne l'imaginez. Des femmes qui ont vécu 15 ans, 20 ans sous le même toit qu'un homme, même lit, ils ont les mêmes enfants à élever, et pourtant elles se sentent seules. Seules pour décider, seules pour gérer, seules pour pleurer. Attention, ce qui leur a manqué, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le mariage, c'est la connexion, le lien, l'affection, la qualité de la relation. Elles avaient un homme dans la maison, mais elles n'avaient pas de partenaire dans la vie. Et beaucoup vont finir par lâcher cette phrase terrible. Les hommes africains ne savent pas aimer. Et l'homme africain, il ne sait pas aimer. Ils ne sont pas nombreux à montrer à leurs partenaires qu'ils les aiment. Sur le plan général, c'est une phrase injuste. Car cette phrase, elle met tout le monde dans le même panier. Elle laisse penser que l'homme est le seul responsable de l'absence d'épanouissement de son épouse, ce qui souvent n'est pas toujours le cas. Donc la nuance est importante. Même si cette phrase-là, elle vient de quelque part, faisons attention à ne pas penser que seul l'homme est responsable de rendre sa femme heureuse. Plusieurs auteurs l'expliquent d'ailleurs très bien. Dans nos sociétés traditionnelles, par exemple, le mariage, comme on le sait, n'a pas toujours été fondé sur l'amour romantique. C'était une institution communautaire, un devoir, un lien entre deux familles. Le mariage était fait pour assurer la descendance. Les besoins émotionnels de la femme, elle les comblait souvent ailleurs. Auprès de ses sœurs, ses amies, ses cousines, peut-être participer à des associations communautaires, développer ses propres relations sociales. Parce qu'on a plusieurs besoins émotionnels et on peut les combler différemment. Sauf qu'avec l'évolution de la société, les rapports ont changé. Et l'immigration à son tour a remis beaucoup de choses en question. Le village communautaire a un peu disparu, ou alors il est à 6000 km. Il n'est plus possible de courir chez la voisine quand on ne va pas bien. La tante ou les cousines sont un peu plus loin que d'habitude. Alors comment est-ce qu'on fait pour nourrir ces besoins émotionnels ou de partage? Plusieurs femmes à l'étranger sont isolées et elles n'ont que leur conjoint pour discuter, ventiler. Et aujourd'hui, certaines femmes demandent à leur mari de remplir une fonction que leur grand-mère demandait peut-être à toute une communauté ou à plusieurs personnes. Face à des hommes qui, eux, ont souvent hérité d'une enculturation différente. C'est-à-dire, aimer pour eux, c'est peut-être juste pouvoir, protéger et s'arrêter là. Deux définitions de l'amour, un seul couple et voilà qu'on assiste à une collision. Ce qui ne veut pas dire que les hommes ne savent pas aimer, pas du tout. Mais peut-être qu'ils aiment différemment et que leur manière d'aimer ne correspond pas toujours aux attentes de leur compagne. Maintenant, la vraie question. Quand elles partent, qu'est-ce qu'elles poursuivent? Au-delà de la quête de l'amour et d'une relation de qualité, il y a aussi une réalité qu'il est important d'assumer. Oui, la question du statut. On appelle ça souvent l'hypergamie. Cette tendance à chercher un partenaire de niveau supérieur à soi. Et avant de crier au scandale parce que je vous vois déjà venir, regardez un peu autour de vous. Plusieurs femmes de la diaspora ont massivement étudié, évolué, construit des carrières, acheté des biens immobiliers. Elles ont des projets, elles ont des positions sociales qu'elles estiment parfois supérieures
à celle de beaucoup d'hommes qu'elles côtoient au quotidien. Plusieurs femmes ont donc progressé beaucoup plus vite que les hommes qu'elles ont dans leur communauté. Résultat purement mathématique, si vous cherchez un partenaire de niveau équivalent dans votre environnement, le vivier local se rétrécit assez vite. Ce qu'on appelle exigence, c'est parfois simplement un besoin de fonctionner avec une personne qui correspond mieux à notre propre évolution. Chacun a ses préférences. Quand une femme me dit par exemple, je veux mieux que ça, je lui demande toujours, mais ce mieux dont tu parles là, qu'est-ce que ça veut dire? Et très souvent, la réponse n'a rien à voir avec le statut. Mieux, ça veut dire être mieux traité émotionnellement, être mieux écouté, être mieux vu et mieux aidé à la maison. L'homme d'ailleurs devient ainsi un écran de projection. On lui prête une disponibilité émotionnelle, une éducation moins patriarcale, une belle famille moins envahissante. On se dit, bon, vu que je ne peux pas trouver ça chez mes frères, je vais aller trouver ça ailleurs. Mais est-ce que c'est toujours vrai? Pas forcément. La projection se brise parfois face au réel, parce que les hommes qui déçoivent existent partout. Dans toutes les cultures, dans toutes les communautés. Je suis tout à fait d'accord que dans certaines cultures, on peut trouver des différences. Seulement, derrière l'illusion, le besoin est réel. Ces femmes-là veulent changer de type de relation. Elles veulent changer de type de dynamique. Elles veulent changer de type de rôle. Et beaucoup ont même fini par croire qu'il fallait changer de communauté pour y arriver. Et puis, il y a même une autre couche, plus profonde et peut-être même plus dérangeante encore. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que l'ailleurs paraît spontanément meilleur pour certaines personnes? Elles n'ont pas vécu d'expérience malheureuse ou de déception. Elles ont simplement décidé, selon leur évaluation, que les hommes issus de leur communauté étaient moins bons. Cette hiérarchie-là, elle ne tombe peut-être pas du ciel. Le psychiatre Frantz Fanon, dans son livre Peau noire, masque blanc, a expliqué que la colonisation n'avait pas seulement pris des terres. Selon lui, elle a également installé dans les esprits une échelle de valeurs selon laquelle ce qui vient du colonisateur est plus beau, plus civilisé, plus désirable. Et cette échelle, elle n'a pas disparu avec les indépendances. Elle s'est parfois transmise de génération en génération. Dans le colorisme par exemple, dans la survalorisation du métissage, dans cette petite voix qui souffle que réussir, c'est s'éloigner de sa communauté. Pour certaines femmes donc, dans certaines situations, choisir un homme du pays d'accueil, c'est aussi sans se l'avouer un laisser-passer. Une intégration par le couple. C'est une stratégie de survie sociale, parfois non consciente ou parfaitement consciente. Et attention, avant que les commentaires ne commencent à s'enflammer, les hommes ne sont pas exempts de ce phénomène. La fascination de certains hommes pour les femmes à peau métissée ou pour des femmes blanches n'est pas un secret. Toutefois, la seule question utile, ce n'est pas de juger le choix des autres, c'est de se demander honnêtement ce qui guide le sien. Et il reste une dernière couche, la plus intime. Certaines femmes ne fuient ni les hommes africains ni leur communauté. Elles se fuient un tout petit peu elles-mêmes. Ce sont des femmes qui ont parfois grandi avec des pères absents ou des pères négligents, froids ou très fermés. Des enfances où l'amour était rare ou alors il devait se mériter. Et ces femmes-là devenues adultes, elles ont cherché une relation qui viendrait réparer un peu tout ça, combler leur manque affectif et leur apporter ce qu'elles n'avaient pas eu. La psychanalyste Alice Miller explique d'ailleurs que l'enfant qui n'a pas été aimé pour ce qu'il était devient souvent un adulte en quête d'un amour réparateur. Malheureusement, aucun partenaire au monde, aussi bienveillant et aimant qu'il soit, ne peut à lui seul combler le vide laissé par des blessures d'enfance. Alors, ces femmes ont accepté des miettes d'affection, des miettes de temps, parce que ces miettes-là, c'était beaucoup mieux que rien. Jusqu'au jour où elles ont compris qu'elles sont dans un cercle vicieux, qu'elles attirent ou tolèrent toujours le même type d'homme, celui qui reproduit la froideur de leur père ou son absence. Et là, elles se retirent. Pas par solitude joyeuse de la femme épanouie, mais une solitude de protection. Et je le dis avec tout le respect que j'ai pour ces parcours, se mettre à l'abri, c'est un processus qui a du sens.
Mais parfois, un travail sur soi est aussi nécessaire. Sinon, l'abri peut devenir une sorte de prison. Parce que la blessure ne date pas du dernier homme qu'on a connu. Elle date de l'enfance et elle voyage avec nous. Car comme l'a dit un penseur, où qu'on aille, on s'emporte toujours avec soi. Conclusion. Manipulateur, irresponsable, infidèle, menteur, bref. Au-delà de toutes ces étiquettes et des stéréotypes, on peut dire que toutes ces femmes-là qui évitent les relations avec les hommes de leur communauté envoient des signaux assez révélateurs et quand même assez différents aussi. Parfois, c'est un traumatisme qui provoque et entretient l'évitement. Mais parfois, c'est à la suite de plusieurs déceptions. Mais aussi pour certaines femmes, c'est simplement par peur de l'échec ou alors de l'incompatibilité dans la perception des rôles dans un couple. Notons aussi qu'il y a des femmes qui disent, je cite, « Qui va se laisser envahir par la belle famille africaine ?» Accepter chez soi des beaux-frères et des belles-sœurs qui viennent sans prévenir. Qui va subir le diktat de la belle-mère et du beau-père? Bref, épouser un homme de sa communauté va de pair avec des responsabilités que certaines femmes ne veulent plus assumer non plus. Donc oui, ça il faut le dire aussi. Parfois, c'est pas que tu as un problème avec les hommes de ta communauté, c'est juste que toi, tu ne veux pas ou que tu ne te sens pas aligné avec les responsabilités qui sont attendues avec le rôle d'épouse dans ta communauté. Alors oui, dans ce cas-là, tu diras non, je ne veux pas me mettre avec un homme de la communauté. Et ça ne voudra pas dire que ces hommes-là sont tous mauvais, c'est un choix personnel. Ces femmes envoient donc un signal chacune à sa manière. Un signal qui va dire « j'ai besoin de plus que ce que je vois » ou alors de plus que ce qu'on peut m'offrir. Et tous ces signaux, on peut continuer à en faire des débats sur les réseaux ou alors à un moment donné, on peut choisir de les écouter, de les analyser, hommes et femmes, pas pour s'accuser mutuellement, mais pour essayer de voir si c'est possible de co-créer ce qui viendra après. Quand tu as vécu des choses douloureuses, il est très facile de généraliser parce que c'est ce que tu as vécu, c'est ce que tu as vu autour de toi et c'est ce que tu entends presque tous les jours. N'oublions pas que les personnes avec qui ça fonctionne, on ne les entend pas beaucoup. Les couples qui vont bien, les couples qui réussissent, malheureusement, il y en a peut-être un peu moins qui vont en faire la publicité et c'est ça qui va parfois nourrir nos biais de perception et on va se dire toutes les femmes ou tous les hommes sont comme ci ou comme ça. Et vous, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Dans ces choix, qu'est-ce qui pèse le plus lourd? Le vécu ou l'héritage qu'on porte sans le savoir? Si vous voulez comprendre l'autre côté du miroir, ces hommes qui partent chercher leur femme au pays, la vidéo, elle est juste là.